C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur le canal Vintera. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, les 100 premiers jours de transition au Burkina Faso, évalués par le Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Une évaluation qui a consisté à analyser les forces et les faiblesses des actions menées en vue de trouver des solutions pour accompagner le pouvoir public et soulager les Burkinabés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimgrega. Cap sur Kosiama, où le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Sandra Clark. Les échanges entre les deux personnalités visent à améliorer la collaboration entre les deux pays et renforcer l'axe Ouagadougou-Washington. C'était un plaisir pour moi de venir ici et faire le point avec Monsieur le Président de la Transition sur des sujets d'intérêt commun entre les États-Unis et le Burkina Faso et de parler de la coopération et le soutien que nous avons pour le peuple burkinabé sur des questions actuelles qui nous concernent. Je vous l'annonçais en titre, les 100 premiers jours de transition au Burkina Faso ont été évalués par le Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Objectif, analyser les forces et les faiblesses de ces actions en vue de trouver des solutions pour accompagner le pouvoir public et soulager les Burkinabés. Le point avec Antoinette Beno et Yannick Kabouri. Le Centre pour la gouvernance démocratique Burkina Faso a organisé le 24 mai 2022 un cadre de dialogue politique pour évaluer les 100 jours d'action de la transition. Un échange qui vise à sérieusement discuter afin de trouver des solutions pour le pouvoir public et le développement du pays. Le contexte pour nous, c'est d'engager un dialogue démocratique autour des acquis et des insuffisances de la gouvernance du nouveau régime depuis les 100 derniers jours. Et nous avons pris date avec le 16 et le 16 c'était les 100 jours pile. Donc aujourd'hui, un consortium d'organisations dont le CGD, le NDI, Diaconia et Pax ont décidé d'appeler un débat autour des questions politiques, autour des questions économiques et autour des questions sécuritaires. C'était une évaluation, ok, mais c'est une évaluation à défaut. C'est globalement un bilan que nous avons entendu faire avec l'ensemble de ces panélistes-là pour voir dans quelle mesure on peut apprécier les forces et les insuffisances de la gouvernance depuis ces 100 jours en vue de déboucher sur des recommandations pour permettre justement d'asseoir la tranquillité de plus d'un Burkinabé aujourd'hui. Au cœur de ce dialogue, plusieurs sous-thèmes développés. La gouvernance politique et administrative du régime de transition 100 jours après, abordé par le professeur Augustin Loada, enseignant-chercheur. Selon lui, il est difficile d'évaluer l'action de la transition actuelle. C'est un exercice qui est tout simplement impossible parce que nous ne pouvons pas comparer les 100 premiers jours de la junte militaire actuelle avec les 100 premiers jours d'une junte imaginaire dont les membres seraient sélectionnés de manière aléatoire. C'est pourtant cet exercice que font ceux qui évaluent de manière scientifique les programmes, quand ils s'inscrivent dans une perspective positiviste. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est comparer les 100 premiers jours de la junte militaire avec les 100 premiers jours, par exemple, du président Kaboré, quand il commençait son mandat en 2015 ou en 2020. Mais il y a quand même deux, principes majeurs que nous voudrions poser parce que nous essayons de construire une société démocratique. Donc il faut que nos choix diplomatiques soient aussi cohérents avec nos choix de société. Voilà. Le premier enjeu, c'est de conquérir notre souveraineté extérieure vis-à-vis des puissances extérieures. C'est ça l'enjeu. Voilà, c'est ça. Donc la question n'est pas de changer de tuteur, de maître. Voilà. Donc si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris.
La gouvernance économique du régime de transition 100 jours après, une évaluation faite par le journaliste de l'économiste du Faso, Eli Kaboré, qui révèle une baisse économique du pays causée par les difficultés que connaît le Burkina Faso. Cependant, il affirme que la transition est une opportunité de revoir les différents textes et décrets en vue de renflouer les caisses de l'État. Au 31 mars 2022, on a pu recourir en termes de recettes budgétaires 102%. Et c'est 497 milliards, c'est environ 23% des prévisions annuelles. Donc on n'a pas encore atteint le tiers. Le non-règlement des cas des royalties, où on peut engranger de l'argent frais auprès des sociétés qui sont rentables, et la non-application de l'appel à candidature pour le recrutement des DG. La transition devrait être une opportunité pour booster le traitement des dossiers économiques, des dossiers de crimes économiques. La question sécuritaire pour laquelle le MPSR a pris le pouvoir semble toujours endeuiller les Burkinabés. De ce fait, les 100 jours de la transition à ce niveau restent toujours inquiétants, soulignent les panélistes. Néanmoins, quelques propositions sont faites par le capitaine de police à la retraite Alissi Ouedraogo, notamment l'augmentation du nombre des FDS, la puissance de feu en leur sein, aussi une véritable cohésion entre eux. Un autre sujet dans cette édition, le président du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Koudougou, le pasteur David Yamiogo, a procédé à la cérémonie de dédicace du nouvel édifice des Assemblées de Dieu dénommé Bethel, assise au secteur 3 de la ville de Koudougou. Le joyau d'environ 700 places a été construit à hauteur de plus de 40 millions de francs CFA. Le point avec Odette Zwangena, Moïse Kinda. Tout a débuté sur cette parcelle appartenant à la famille Zongo, sise au quartier Zéredrin de la ville de Koudougou. En effet, ce fut le 25 novembre 2001 que le pasteur Jean-Baptiste Nabi et son épouse, ainsi que la vingtaine de membres d'alors, célébraient ici, sous un hangar, leur premier culte. Quelques mois après, les fidèles ont eu à cœur de construire un temple de fortune de 50 tôles sur cette parcelle appartenant cette fois-ci à la famille Yamiogo. 21 années plus tard, le constat est tout autre. C'est un joyau de 26 mètres de longueur et 12,50 mètres de largeur qui a été érigé sur une superficie de 3000 mètres carrés. La joie est évidemment au rendez-vous. C'est donc pas un défilé au son de la fanfare que ces environ 600 membres ont tenu à marquer d'une pierre blanche cette cérémonie inaugurale de leur nouvelle église. Je suis très heureux de cette manifestation parce que depuis 2008, on luttait pour l'achèvement de l'église. Mais par la grâce de Dieu, cela a fui. Donc je suis très heureux pour cette dédicace qui a eu lieu aujourd'hui. Je suis très heureux et rendre grâce à Dieu pour cela. Que son nom soit loué à jamais. Je suis très heureuse de tout ce qui s'est passé ici en ce jour et j'ai béni l'Éternel pour cela. Je prie que le Seigneur puisse nous aider dans vos prières, penser à nous, soutenir dans la prière afin que nous puissions donc mener l'œuvre comme il se le doit pour qu'un jour on puisse se voir au ciel là-haut pour louer le Seigneur. La dédicace du nouvel édifice des Assemblées de Dieu, sise au secteur 3 de Koudougou, dénommé Bethel, s'est déroulée sous la présidence du pasteur David Yamiogo, président du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Koudougou. Nous sommes vraiment réjouis de ce qui s'est passé ici. Surtout, je parlais du pasteur Nabi Jean-Baptiste, qui a traversé beaucoup de difficultés, mais qui a su compter sur Dieu, sur sa providence et sur sa main puissante. Et sincèrement, nous le voyons en tout cas gagner des victoires et nous en sommes fiers. Présent, le chef coutumier des Zéredrins a félicité la communauté Bethel pour avoir bâti ce sanctuaire qui fait honneur à sa zone.
Je me réjouis donc d'avoir assisté à cette dédicace de l'église Bethel. En tout cas, j'étais très ravi d'entendre la parole de Dieu, la parole qui a été décortiquée. Et je prie donc que Dieu les aide afin qu'ils puissent être encore unis davantage, donc l'amour, qu'ils puissent donc cultiver l'amour au sein donc des membres. Ma prière aussi est que cette église donc puisse avoir des annexes pour que donc la parole de Dieu donc puisse être atteinte à tous les confins. Voilà. Pour les invités et les membres de cette assemblée, la cérémonie a été un sujet d'allégresse et de fierté. Ancien de l'église, j'ai été donc au début de cette église lorsque nous avons implanté tout premièrement l'église, j'y étais. Et quand nous sommes venus également ici, c'est nous donc qui avons commencé à implanter cette église. Réellement, nous sommes très réjouis parce que nous avons vu la main puissante de Dieu dans cette œuvre. Et je ne peux que réjouir de voir autant de monde être présent à notre côté. Les gens sont venus aussi nombreux de Ouagadougou et d'autres provinces environnantes. Beaucoup de pasteurs nous joignent pour remercier et donner la clé de cette nouvelle église à notre pasteur Nabi. Vraiment, nous sommes débordés de joie. Notre prière est que, comme on l'a dit, cette église soit une église de prière. Le temple dédié à l'Éternel se joue à une capacité d'environ 700 places. Sa construction a duré une dizaine d'années et le coût est estimé à environ 40 millions de francs CFA. L'occasion faisant le larron, des certificats de mérite ont été décernés à des hommes et à des femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour l'avancement de l'œuvre. Dans l'actualité hors de chez nous, aux États-Unis, un jeune de 18 ans tire sur des élèves d'une école primaire au Texas et tue 21 personnes, dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans. Le meurtrier a été neutralisé par la police. Des parents totalement sous le choc. C'est une école primaire d'Uvalde, petite ville du Texas, qui a été ciblée par un jeune armé ce mardi. Bilan, 21 morts, des enfants âgés de 7 à 10 ans, ainsi que 2 enseignants. Mon cœur est brisé aujourd'hui. Nous sommes une petite communauté et nous aurons besoin de vos prières pour nous aider à traverser cette épreuve. Vers midi heure locale ce jour-là, le chaos près de l'école élémentaire d'Uvalde. Le quartier est bouclé, les parents cherchent leurs enfants. Avant de passer à l'acte, l'auteur de l'attaque aurait tiré sur sa grand-mère. Un véhicule accidenté a été retrouvé tout près de l'école. Une vidéo, filmée ce mardi, montre un suspect pénétrant dans l'établissement. L'homme a été neutralisé lors d'un échange de tirs, après avoir blessé 2 policiers. Le tireur était Salvador Ramos, un jeune homme de 18 ans qui habitait à Uvalde. On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Robb à Uvalde avec une arme de poing, et il se peut qu'il ait également eu un fusil, mais cela n'est pas encore confirmé selon mon rapport le plus récent. Il a tiré et tué d'une façon atroce et insensée plusieurs élèves et un enseignant. Des images postées sur Instagram 2 heures avant la fusillade, puis supprimées, montrent des photos de Salvador Ramos. D'autres montrent 2 fusils semi-automatiques ainsi qu'un chargeur. Le mobile de l'attaque est pour l'instant inconnu. Après cette nouvelle tuerie meurtrière, Joe Biden demande une action immédiate. Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage ? Pourquoi continuons-nous à laisser faire ? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ? Il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays. Nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. Des critiques dirigées contre le camp républicain, accusé de bloquer le passage de lois au Congrès sur le contrôle d'armes. La tuerie de l'école primaire d'Uvalde est l'une des plus meurtrières depuis celle de Sandy Hook dans le Connecticut. En 2012, un déséquilibré âgé de 20 ans avait tué 26 personnes, dont 20 enfants âgés de 6 et 7 ans, avant de se suicider. Déluge de feu dans le Donbass, l'armée russe vient de tout détruire selon le président ukrainien qui qualifie de plus grande offensive en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'intensité des combats dans le Donbass menés par la Russie. La plus grande offensive en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que l'Ukraine décrit l'intensification des combats dans le Donbass. Les bombardements sont incessants pour la prise de Severodonetsk
Lysychansk et Liman, 3 villes de l'Est. L'armée russe a tué au moins 14 civils hier, selon Kiev. L'ennemi continue d'utiliser des tactiques de terreur contre la population civile ukrainienne dans les territoires occupés. De même, la détérioration de la situation socio-économique dans le sud et l'est de l'Ukraine se poursuit. Au cours de la journée écoulée, 16 attaques ont été repoussées dans les directions de Donetsk et de Louhansk. 8 chars, 22 véhicules blindés et un véhicule ennemi ont été détruits. Alors que l'invasion russe est entrée dans son 4e mois, Moscou prévoit de continuer à se battre longtemps en Ukraine pour atteindre tous les objectifs fixés par le président Poutine. Nous poursuivons l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, indépendamment de l'énorme aide occidentale au régime de Kiev et de la pression sans précédent des sanctions. À Mariupol, les corps de plus de 200 personnes ont été retrouvés dans les décombres d'un immeuble. 21 000 personnes auraient été tuées dans la ville tombée aux mains de l'ennemi. La Russie est accusée, pour dissimuler le nombre de morts, d'utiliser des crématoriums ambulants. Désormais vide, l'usine Azovstal, qui abritait des milliers de civils et de combattants ukrainiens, montre l'étendue des dégâts après près de 3 mois de siège. Coopération économique, partenariat pour la recherche d'une solution au conflit israélo-palestinien. La Turquie envoie un haut responsable en Israël pour la première fois depuis 15 ans et scelle son rapprochement avec le pays. L'ambiance est souriante. Mevlut Cavusoglu et Yair Lapid se retrouvent à la tribune du ministère des Affaires étrangères pour une conférence de presse commune. Coopération économique, partenariat politique pour la recherche d'une solution au conflit israélo-palestinien. Les chefs de la diplomatie israélienne et turque saluent ce mercredi cette relation renouvelée entre leurs deux pays. L'objectif étant de créer et d'étendre la coopération économique entre nos deux pays, de créer des liens entre les hommes d'affaires, les entrepreneurs et d'utiliser l'avantage de nos pays à l'échelle régionale et internationale. Malgré nos différences, la poursuite d'un dialogue continu bénéficiera à nos deux pays. Cela se basera sur un respect mutuel et cela bénéficiera non seulement à nos relations bilatérales, mais également à la paix dans la région. Et nous sommes convaincus que la solution de 2 États est la seule solution possible pour une paix durable. Un peu plus tôt dans la journée, face à la flamme du souvenir, le ministre turc des Affaires étrangères s'est tenu solennel dans la crypte du mémorial de la Shoah de Yad Vashem, puis a déposé une gerbe en mémoire des 6 millions de Juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale. 15 ans qu'Ankara n'avait pas envoyé de hauts responsables dans la région. Israël, deuxième étape d'une visite historique qui a débuté ce mardi, ouverte par cette franche accolade. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a accueilli chaleureusement son homologue turc à Ramallah. D'entrée de jeu, Mevlut Cavusoglu a clarifié la position turque vis-à-vis des Palestiniens. Notre soutien à la cause palestinienne est totalement indépendant de l'évolution de nos relations avec Israël, mais je tiens également à souligner ceci. Il est impossible de changer notre politique envers la Palestine. Assurance d'un soutien solide, agréé par Riyad Maliki. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a rappelé les principaux points de tension entre Israël et Ramallah. Les déclarations que font les dirigeants turcs aident et soutiennent la lutte quotidienne du peuple palestinien, afin de mettre fin à l'occupation et à la souveraineté sur l'État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. 9 nouveaux accords de coopération ont été signés mardi entre Ankara et Ramallah, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du commerce. Aux côtés de Riyad Maliki, Mevlut Cavusoglu s'est aussi engagé à faire avancer les projets de construction d'une zone industrielle dans les territoires palestiniens. Un peu plus tard ce mardi, rencontre avec Mahmoud Abbas à la résidence présidentielle. Le ministre turc des Affaires étrangères a réaffirmé l'objectif d'échanges bilatéraux annuels de 2 milliards de dollars. Ce déplacement de la diplomatie turque en Israël signale les efforts déployés par les deux anciens alliés pour améliorer leurs relations tendues depuis près d'une décennie. C'est la fin de cette édition. Vous nous avez reçus depuis Koudougou. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Wedrago a réalisé cette édition.